Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des coulisses de la science que nous allons consacrer aujourd'hui à une institution de recherche territoriale. Je veux parler de l'Institut agronomique néo-calédonien. Unique en Nouvelle-Calédonie, l'IAC est un organisme de recherche créé en 1999 et impulsé par les accords de Nouméa dans l'optique des transferts de compétences en matière de recherche. Les scientifiques qui y travaillent s'attachent à articuler leurs travaux autour de 3 grands axes de recherche que je vous propose de découvrir en compagnie de Michel, qui est parti à la rencontre de Laurent Lullier, le directeur de l'IAC. Bonjour Laurent. Bonjour et bienvenue à l'IAC. C'est... Je propose de s'asseoir. Allez. Alors, où est-ce qu'on se trouve ici? Alors, nous sommes à l'IAC, Institut agronomique néo-calédonien, ici sur le site de Pont-la-Guerre, qui est un des plus anciens sites, le plus ancien site de l'IAC. Qu'est-ce que c'est l'IAC? Alors, l'IAC est un institut de recherche finalisé qui répond à des attentes donc des collectivités locales en matière d'appui au développement agronomique. C'est déjà un secteur particulier que seul l'IAC couvre aujourd'hui parmi les organismes de recherche. Ensuite, dans le mode de fonctionnement, l'IAC regroupe des collectivités, toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie, donc la Nouvelle-Calédonie, les 3 provinces, avec l'État, le CIRAD et la Chambre d'agriculture. Alors, comment se répartit justement l'IAC au sein du territoire? C'est une autre particularité. L'IAC est présent sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, sur les 3 provinces, à travers 7 implantations. La station de Saint-Louis sur le Mont d'Or, des laboratoires sur le site de l'IRD à Port-la-Guerre, là où nous sommes, Pau-Creux à la fois, Pointe-Boute, une station également à Ponériouin et puis une dernière sur Marais. Quels sont les différents axes de recherche de l'IAC? Alors on est organisé en 3 grands axes. Le premier concerne, si j'utilise des mots simples, les ressources et les systèmes de production agricole. Et cet axe-là, on l'a intitulé « Connaissance et amélioration des agrosystèmes ». Le deuxième grand axe, c'est tout ce qui touche à la connaissance, la protection et même la valorisation de l'environnement et la biodiversité. Et le troisième, ça touche au monde rural, la transformation du monde rural, pour comprendre ce qui se passe, parce que le monde rural évolue, et puis essayer de maintenir un tissu rural diversifié et qui se maintient. Est-ce que vous pouvez me citer quelques exemples sur les travaux qui sont effectués dans l'axe numéro 1 au sein de l'IAC? Des exemples, il y en a plusieurs. Je commencerai par les plantes ornementales. Les travaux sont conduits sur la station de Saint-Louis. L'intérêt de ces travaux, ça part d'abord du constat qu'on a en Nouvelle-Calédonie une biodiversité exceptionnelle, avec plus de 3000 espèces indigènes ou endémiques pour 75% d'entre elles. Par ailleurs, la filière horticulture est une filière qui se développe beaucoup. Elle occupe une place importante dans l'activité agricole, avec une production agricole évaluée à 1 milliard de francs. Et c'est donc la possibilité de développer une filière qui n'existait pas il y a 10 ans, qui se développe de plus en plus au jour d'aujourd'hui. Donc grâce aux travaux de l'équipe de Gildas Gateblé sur les plantes ornementales indigènes, on en trouve maintenant dans les jardins des particuliers, dans les aménagements paysagers, et donc ça se développe de plus en plus. On travaille beaucoup sur les plantes d'intérêt alimentaire, évidemment, puisque c'est l'intérêt premier de l'agronomie, de nourrir la population. Donc des travaux sont faits sur des plantes fruitières, par exemple, beaucoup d'espèces fruitières et de variétés locales ou introduites sont étudiées. Des plantes locales également, genre par exemple les choconacs, et dont on a identifié plus d'une 50aine de variétés ici en Nouvelle-Calédonie, donc c'est une ressource intéressante.
Les autres travaux, notamment, consistent à travailler sur des systèmes de culture. Alors, c'est par exemple l'amélioration de la fertilité du sol, c'est la lutte biologique. La lutte biologique, c'est la lutte contre les ravageurs des cultures. Donc, c'est une lutte, par exemple, en identifiant les bons insectes utiles qui vont aller donc s'attaquer aux insectes ravageurs. Ça passe par des élevages, par des lâchers d'insectes dans les champs, de ces bons insectes. Qu'est-ce que vous faites dans l'action numéro 2? Alors, sur l'axe 2, qui concerne donc la biodiversité au sens large, on travaille surtout à la connaissance, la protection et la valorisation de la biodiversité. Un exemple qui est travaillé actuellement et qui donne des résultats très intéressants concerne la meilleure connaissance des forêts en province Nord. C'est une commande spéciale de la province Nord. En quoi c'est utile les travaux effectués sur la forêt? Avec une meilleure connaissance justement de la répartition des différentes forêts qu'ils ont dans la province, c'est vraiment un outil essentiel pour eux d'aide à la décision sur les zones qu'il faut protéger. Alors évidemment, c'est toujours un choix compliqué pour les gestionnaires, parce qu'idéalement, il faudrait tout protéger. On sait bien que ce n'est pas possible. Donc pour eux, c'est un outil essentiel pour savoir ce qu'il faut protéger absolument. Est-ce que vous pouvez me citer un autre exemple de recherche de l'axe numéro 2? Je citerai les travaux qui sont conduits par l'équipe de Fabrice Breccia sur la faune sauvage. Donc, il travaille par exemple sur la meilleure connaissance des populations de roussettes pour savoir comment elles se reproduisent, si la menace qui pèse sur elles est vraiment irréversible ou si la pression est supportable. Et d'autres travaux sur la faune sauvage sur les bulimes. Il y a une grosse pression sur les bulimes, alors, par la consommation humaine, mais aussi par la pression de rongeurs, donc les rats en particulier, qui consomment les jeunes bulimes. Donc idéalement, pour protéger cette ressource sur du long terme, il faudrait raisonner la consommation, en tout cas ne pas consommer plus de bulimes qu'aujourd'hui. Si on ouvre aux touristes, par exemple, ça risque d'être une catastrophe. Il faut lutter contre les rats, ça c'est clair. Et puis, autre voie intéressante, c'est l'élevage de bulimes. La méthode est mise au point. Donc par des élevages de bulimes, et des lâchers de jeunes bulimes dans la forêt, on peut aider aussi à ce que la population se reconstitue petit à petit. Je sais aussi que vous faites des recherches sur les champignons. Et où est-ce que vous en êtes de ces recherches? Ça, c'est un domaine de recherche encore assez récent à l'IAC, qu'on a commencé à explorer en 2011, en grande partie avec l'arrivée d'un chercheur, Fabien Cariconde. Et on part du constat qu'il y a là aussi une diversité très importante. Des milliers de champignons sont présents localement et on en connaît très peu. Quelle application on peut faire de ces études? Alors, une application, parce qu'il y en a de multiples, mais une application qui nous intéresse beaucoup, ce sont les symbioses, dites les symbioses mycorhiziennes, c'est-à-dire des champignons qui développent des associations avec des racines. Et ici, on se rend compte qu'il y a beaucoup de symbioses de ce type. Et par exemple, quand on veut restaurer un milieu sur terrain minier qui a été dégradé, on sait aujourd'hui que si on veut que ça marche bien, il faut aussi la plante et le champignon qui va bien avec pour que ça fonctionne durablement. Finalement, vous balayez un champ très large au niveau de l'environnement. Sur l'environnement terrestre, on produit des connaissances sur la biodiversité à différentes échelles, que ce soit les communautés, les espèces, au niveau même des gènes. Et tout ça pour produire en fait des outils, des connaissances utiles aux gestionnaires et des outils d'aide à la décision pour mieux conserver, mieux sauvegarder cette biodiversité. Vous étudiez les champs cultivés, l'environnement et la place de l'homme dans tout ça. La place de l'homme, évidemment, en agriculture, c'est une place centrale. On ne fait pas d'agriculture sans l'homme et sans considérer la société au sens large. Donc ça fait partie des activités du troisième axe de l'IAC. La ruralité, en fait, est diverse. Il n'y a pas une ruralité en particulier. Plein de systèmes de culture et plein de systèmes agricoles différents et de manières de pratiquer l'agriculture.
Donc on s'intéresse justement aux changements, aux transformations du système des activités rurales. Je crois que c'est vous qui avez mis en lumière justement l'agriculture en tribu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Presque 300 tribus ont été visitées, 2000 ménages enquêtés, donc c'est la plus grosse enquête en tribu qui a jamais été menée. Elle a montré d'abord une importance en termes de niveau, de volume de production, et puis si on transforme ces volumes de production en l'équivalent monétaire, c'est à peu près équivalent à l'agriculture marchande, c'est à peu près 12 milliards de francs, donc c'est considérable. Alors évidemment, dans ce type d'agriculture en tribu, l'essentiel n'est pas vendu, l'essentiel est autoconsommé ou fait l'objet de dons, et une partie, le restant souvent, fait l'objet de ventes. Toujours dans la recherche en sciences humaines, qu'est-ce que vous faites d'autre? Plusieurs études ont été conduites, en particulier une étude menée par Sonia Grochin sur les dynamiques sociétales du projet Cognambo, donc pour montrer en fait tous les bouleversements qui ont pu avoir lieu autour de cette zone, y compris les bouleversements dans les pratiques agricoles, puisque beaucoup de gens qui conduisaient une activité agricole se sont retrouvés par exemple embauchés à l'usine, et on se demandait si ça allait diminuer l'activité agricole ou pas. Finalement, c'est plus complexe que ça, parce que certains sont moins présents sur le champ en semaine, mais maintiennent une activité en week-end. Ils ne perdent pas le lien. Donc ça montre que l'attachement à la terre est vraiment très important et que l'activité agricole ne diminue pas aussi facilement qu'on pourrait le croire. La recherche, ce n'est pas un vase clos ou produire des connaissances juste pour se faire plaisir. Et donc le lien entre la recherche et le développement est très fort. Toutes les connaissances qu'on produit visent par exemple à développer des nouvelles filières économiques, par la connaissance de nouvelles espèces qu'on pourrait introduire, qui ne seraient pas encore cultivées par exemple. Et donc ça permet de développer des nouvelles filières. Il y a également dans le domaine de l'environnement l'aide aux collectivités qui sont responsables au niveau des provinces pour la gestion de l'environnement, donc développer des connaissances et des outils pour les aider à justement à mieux gérer cet environnement. Et puis dans le domaine de la ruralité, c'est aussi toutes les aides aux politiques publiques. Donc comment mettre en place des politiques publiques qui permettent de maintenir un tissu rural dans le cadre d'une agriculture durable, et la place de la ruralité et de l'agriculture dans l'économie globale de la Nouvelle-Calédonie. L'agriculture, on est là pour la défendre et défendre cette place dans cet ensemble global. Je vous propose maintenant de nous rendre directement sur le terrain à la station de recherche de Pocreux, où Michel a rencontré Valérie Kaji, responsable de l'axe numéro 1. Alors, où est-ce que l'on est ici? Alors ici, on est donc sur la station de recherche agronomique de Pocreux, qui est une des stations en fait de l'axe 1 de l'ISC. Donc ici, c'est la station plutôt fruits. Donc on fait de la recherche pour accompagner les producteurs et les services de développement dans l'agriculture. Donc en fait, notre travail se décompose en plusieurs parties. La première, c'est l'acquisition de connaissances qu'on a besoin pour la compréhension en fait dans un système global, comment les choses se passent. Donc dans un système, par exemple ici, comme dans un verger, les problématiques que rencontrent les agriculteurs et quelles solutions innovantes on peut leur apporter. Et après, donc une fois qu'on a établi ces connaissances-là, on les intègre dans des systèmes de production. Et notre travail va jusqu'au transfert au développement et l'expertise avec les services de développement. Et donc, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui avec toutes ces mandarines, hein. Alors ça donne beaucoup de mandarines, tu vois, donc il y a de quoi manger, il y a de quoi avoir plein de vitamines pour toute notre population. Et puis c'est de leur donner aussi le choix, c'est de pouvoir, tu vois, pour ça ces mandarines, elles sont là, elles produites en cette saison-là, mais on a un étalement de la production qui est intéressant pour le marché. Donc on pense aussi à la valorisation économique des productions, parce que c'est aussi ça le but de nos agriculteurs. Il faut qu'ils gagnent leur vie et qu'ils la gagnent suffisamment bien et de façon originale et de façon naturelle. Et Valérie, toi, en tant que scientifique, de quoi tu t'occupes ici à l'IAC? Eh ben, écoute, moi je suis chercheur en physiologie végétale, mais ce que je te propose, c'est peut-être de t'emmener voir les bananiers, que je t'explique un peu plus en détail de ce que je fais. Allez, on y va? Ouais.
sent bon depuis ça. En attendant de retrouver Valérie et Michel sur la plantation de bananiers, nous allons parler plus en détail de la culture des agrumes en compagnie de Zachary Lemaire. En Nouvelle-Calédonie, on a un climat qui est particulièrement favorable à la culture des agrumes. Pourquoi? Parce que la température varie, que ce soit dans la journée. Aujourd'hui, par exemple, la nuit dernière, il a fait 10 degrés et puis cet après-midi, il fait 24 degrés. Ça fait un gros différentiel. Et puis on a cette alternance de saison fraîche et de saison chaude qui fait qu'on a des floraisons qui sont régulières tous les ans, une production qui est en quantité présente tous les ans, et puis surtout une qualité de fruits, coloration naturelle, orange, qui n'est pas acquise par un déverdissage en chambre froide, ça j'insiste là-dessus, c'est naturel. Et puis les qualités surtout de goût, les fruits sont extrêmement juteux et extrêmement sucrés. Là on peut dire merci au climat particulier de la Nouvelle-Calédonie. Dans le cadre particulier de cette parcelle, on travaille sur un porte-greffe nanifiant. On a voulu savoir dans quelle mesure il était adapté aux contraintes de sol de la Grande Terre, qui sont assez singuliers. On a souvent des sols qui sont argileux, donc lourds, qui retiennent l'eau et qui mettent les arbres potentiellement dans des situations d'asphyxie racinaire. Alors après, l'arbre il jaunit, on a l'impression qu'il est malade ou qu'il est mal nourri, mais non, c'est l'excès d'eau dans les sols. Donc c'est surtout ce qu'on a cherché à vérifier. Alors les paramètres, les variables mesurées, ça concerne essentiellement tout d'abord bien entendu le rendement, parce que le rendement c'est la quantité de fruits qu'on va pouvoir vendre et c'est le revenu agricole. Et le revenu agricole, c'est la chose la plus importante pour l'exploitant. Maintenant, qu'est-ce qui a trait au revenu agricole? Ce sont la maîtrise, c'est notamment la maîtrise de ses coûts d'exploitation, donc de sa marge. Les temps de travaux, donc on mesure les volumes de frondaison. On va aussi mesurer, outre le rendement, la qualité des fruits après la récolte. Teneur en jus, teneur en sucre, vitamine C, nombre de fruits au kilo, pourcentage de jus dans le fruit. Plein de petites variables qui sont différentes entre les diverses variétés qui sont susceptibles d'être greffées sur ce porte-greffe nanifiant. Ces résultats sont retranscrits soit sous forme de fiches techniques, soit sous forme de rapports annuels, soit sous forme d'articles dans la Calédonie agricole par exemple. Et bien entendu, l'objectif c'est d'abonder les connaissances pour les services techniques provinciaux qui eux-mêmes nous serviront de relais pour aller transférer ces connaissances acquises à la station de Pau-Creux. Vous avez autour de vous des arbres qui ont plus de 22 ans, qui sont restés à taille humaine pour travailler et dont les productions sont entre, en fonction des variétés que l'on déguste, des productions qui sont de l'ordre de 1,5 à 3 fois supérieures à des arbres qui seraient greffés sur un porte-greffe conventionnel. Donc l'utilisation du porte-greffe nanifiant, ça a un impact sur les densités de plantation. Dans ce dispositif-là, vous avez 1000 arbres par hectare, alors que si on avait travaillé sur un porte-greffe conventionnel, on serait, en fonction des variétés, dans des densités de plantation de l'ordre de 200 à 300 plants par hectare. On a aussi des fruits qui ont une meilleure qualité grâce à ce porte-greffe qui leur confère naturellement plus de jus, plus de sucre. On va essayer de se faire une petite idée de la teneur en sucre. On va essayer d'avoir une bonne donnée de quantité de sucre grâce au réfractomètre. Voilà le Tangor. Tangor, c'est tangerine, donc mandarine en anglais, et orange, c'est un hybride de mandarine et d'orange. Alors, on va mettre une petite goutte ici. Voilà, on appuie sur Start. 13 degrés 7, 14 degrés Brix, il y a du sucre. Il y a du sucre. Bon, c'est qu'un chiffre, c'est sûr que c'est mieux de goûter pour se faire une idée aussi. C'est que du sucre. C'est super bon. Et en général, les Tangors, ils sont surtout très très juteux, bien aromatisés. C'est des fruits qu'on pourrait facilement valoriser pour faire du jus, par exemple. On a travaillé bien entendu beaucoup sur les agrumes, mais il n'y a pas que les agrumes. Il y a des choses qui marchent très bien dans le climat et dans les sols de Nouvelle-Calédonie.
les bananiers, les ananas, les avocatiers, les manguiers, à condition d'être dans des conditions de climat un peu plus sèches que dans la vallée, par exemple, pour les manguiers. Et puis tout un panel de fruitiers de diversification qui permettrait aux producteurs de diversifier un peu en créant d'autres petits marchés de niche. Fruitiers de diversification, exemple l'arbre à pain, le cœur de palmier aussi. Ça, c'est des choses qu'on travaille depuis assez récemment en collaboration avec les partenaires provinciaux. Le but de l'opération, c'est bien entendu d'essayer d'augmenter cette production de fruits en Nouvelle-Calédonie, d'augmenter le revenu des producteurs et bien entendu aussi de consolider ce tissu agricole au sein de la brousse calédonienne pour peut-être aussi qu'on entende parler un peu moins de nickel et un peu plus d'agriculture et de production végétale en Nouvelle-Calédonie. Zachary nous l'a dit, l'IAC mène des recherches sur la mise en culture de nombreux légumes ou fruits. Valérie va d'ailleurs nous en dire plus sur la collection de bananiers. Michel, voilà notre collection de bananiers. Il y en a combien ici? Ici, on doit avoir une 80 variétés, mais toutes ne sont pas des variétés traditionnelles. Tous les bananiers traditionnels, on les a beaucoup perdus de par les aléas climatiques ou le bunchy top. Donc en fait, on a fait le choix, comme ils ne sont pas en plantation commerciale, c'est très dur de les trouver. En fait, c'est des prospections, on va chez les gens, on les repère. Et là, on a fait le choix d'en sécuriser quelques-uns à Fidji sous forme de vitroplan. Et qu'est-ce que c'est le vitroplan? Alors le vitroplan, c'est simplement, tu prends le petit point de croissance en fait qui est dans le bulbe du bananier, que tu le mets sur un milieu nutritif dans un tube de façon stérile. Et en fait, il pousse, c'est un tout petit plant, mais à partir de ce petit plant-là, tu peux en produire des milliers. Le but, c'est en fait de le sécuriser. C'est une forme de conservation pour nous, pour ne pas perdre nos variétés. Alors, qu'est-ce que vous faites de tous ces bananiers, Valérie? Eh bien, en fait, nous, sur les bananiers, on s'intéresse essentiellement aux bananiers traditionnels. Ce que j'appelle traditionnels, c'est les bananiers qui sont venus avec les premiers peuplements des îles du Pacifique, dont la Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a très longtemps. Donc, ils sont venus avec les gens qui ont amené leur nourriture, leurs plantes, voilà, pour pouvoir survivre sur ces îles-là. C'est un patrimoine génétique, mais également dans la culture mélanésienne, le bananier a une place importante, qui n'est pas aussi importante que celle de l'igname, mais qui intervient parce que, voilà, tu sais, on parle de bananes chefs, c'est des bananes qui sont réservées dans les coutumes pour les chefs, pour les cérémonies coutumières, donc il y a une valeur culturelle très importante, et certains bananiers représentent l'identité des clans. Donc on arrive à retracer la migration des clans à travers les différents bananiers qu'on rencontre en Nouvelle-Calédonie. Justement, y a-t-il un bananier en particulier qui est beaucoup mangé dans la culture kanak? Alors dans les bananiers traditionnels, moi je vais les décomposer en 3 groupes. Tu as les bananes chefs, qui sont vraiment les bananes que tu ne vois pas en plantation commerciale. Ce sont souvent des échanges, tu les vois sur les marchés de proximité. Ces bananiers, ils ont des formes et des couleurs différentes. Tu as le bananier poingo, qu'on retrouve là sur les marchés qui sont en plantation commerciale. Et il y a des bananiers qui sont aussi cités dans les légendes kanak ou cités dans les récits des explorateurs qu'on recherche et qui sont aussi importants parce qu'ils étaient anciens et qui ont eu une vie culturelle voilà, pendant toutes ces années-là. Comment vous avez collecté tous ces bananiers, Valérie? En fait, ces bananiers, on les a collectés par prospection depuis 1991. Comme ces bananiers, ils sont très liés aux gens, donc en fait, il nous faut aller voir les gens, gagner un petit peu de leur confiance, qui nous racontent en fait l'histoire de leur clan et qui nous disent, voilà, nous, ce bananier, on le met par exemple sur le champ d'igname parce que de génération en génération, on se les transmet. Donc, et après, avec ces échanges, on leur propose, s'ils veulent bien, nous donner un rejet ou échanger avec une plante que nous, on aurait ici pour pouvoir établir ces collections. Une fois qu'on a collecté ces bananiers, on les étudie, bien sûr, donc on a plusieurs formes d'études. D'abord, on les décrit d'un point de vue morphologique, c'est-à-dire comment ils sont, la couleur qu'ils ont, la forme qu'ils ont. On étudie aussi leur rendement. Et on fait aussi des analyses génétiques, c'est-à-dire qu'on regarde si, par exemple, les bananiers qu'on a en Nouvelle-Calédonie, c'est tous les mêmes de ceux qu'on a dans le Pacifique, ou on s'en a quelque chose d'une spécificité. Donc on prospecte en fait les bananiers comme ça, un petit peu par leur forme, etc., parce que les gens nous disent, on les met en collection. Et l'anecdote que je voulais te raconter, c'est que moi j'avais lu dans les légendes kanak un bananier qui s'appelle le bananier Kiamu, qui était très en lien avec la petite enfance, parce que très nutritif. Il y avait pas mal de tabous aussi autour de ce bananier-là, beaucoup de légendes. Et ce bananier, depuis 20 ans que je travaille sur la banane, je ne l'avais jamais trouvé.
Et quand on a fait cette prospection et qu'on a prélevé des feuilles pour faire une analyse génétique, eh ben on est retombé sur un bananier amarré qu'on croyait avoir perdu. Donc voilà, pour moi c'était une super découverte parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces bananiers, donc, ils sont importants culturellement, donc c'est quand même pour les gens qui retrouvent en fait leur identité culturelle, c'est très important. Mais également ces bananiers, ils procurent une base génétique intéressante pour la recherche, pour pouvoir, face au changement climatique ou à une sécurité alimentaire, amener une sorte de diversification. Et voilà. Après, il y a le côté aussi nutritionnel qui est important, puisque ces bananiers, ils ont souvent une pulpe très colorée avec beaucoup de pigments, donc beaucoup d'antioxydants. Et c'est important pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle qu'on puisse manger toutes ces vitamines, tous ces antioxydants pour la santé, plutôt que des choses qui seraient importées, qui nous reviendraient plus cher, alors qu'on a tout ce qu'il faut chez nous. Ici, on est un petit peu dans le coin des figues-pommes. Oui. Ce sont les petites bananes dessert. Il y a différentes variétés. Donc, par exemple, celui-là, tu vois que tu as son régime, et son régime est incliné et après son rachis tombe droit. Alors que tu vas avoir cette variété-là où le régime n'est pas du tout incliné et le rachis va tomber voilà, verticalement. Donc en fait, toutes ces petites variations, c'est des espèces qui sont différentes. Okay. C'est des bananiers qui sont différents. Donc il existe une multitude en fait, de variétés différentes, qui ont des goûts différents, qui ont des... Voilà, et qu'il faut faire connaître un petit peu au monde, ne serait-ce que nous pour notre tourisme. Donc c'est toujours très intéressant d'offrir cette diversification et cette spécificité calédonienne voilà, pour promouvoir la Calédonie en tant que Calédonie et pas en tant qu'on mange les bananes de la Martinique par exemple. C'est sur ces travaux que se termine cette émission consacrée à l'IAC que nous aurons le plaisir de retrouver pour une seconde partie dans le prochain numéro des Coulisses de la Science. Merci de nous avoir suivis et à bientôt!